Voilà, retour dans cette Rêve Théma. On va plancher sur la notion de territoire mutant. Voilà, jeu de mots, bien sûr, bien évidemment autour de la mutation donc, des territoires, comment certains se sont totalement transformés donc, afin de devenir attractifs. Question toute simple, hein, où est-ce que je veux vivre et travailler? Où est-ce que je peux vivre et travailler? Voilà, question entre le vouloir et le pouvoir, toujours. J'accueille 5 intervenants. Philippe Renaudy, président du comité des métropoles du MEDEF. Marie-Cécile Tardieu, directrice générale déléguée de Business France. Boris Ravignon, maire de Charleville-Mézières dans les Ardennes. Alain Péréat, député du département de l'Aude. Et Hélène Poirier, dirigeante d'entreprise, membre du COMEX 40, représentante des territoires d'outre-mer. Elle est en ligne depuis la Guadeloupe. Il y a 6 heures de moins là-bas. Pensez à elle. Je vous donnerai la parole dans un instant. Je voudrais que vous nous parliez chacun et chacune de vos territoires, justement, où que vous soyez, et quelle que soit l'heure aussi, bien sûr, ce que vous avez fait de vos territoires, comment vous les avez vus changer. On va voyager, on va partir tout d'abord, allez, cap dans le nord de la France, le département des Ardennes, à la frontière belge, avec Boris Ravignon. Bonjour. Boris Ravignon, vous mettez votre micro, vous retirez le mute et on vous entendra mieux. Est-ce que vous nous entendez ? Tout à fait, je vous entends très bien. Ah, c'est super. Et nous aussi, c'est ça qui est bien. Maire de Charleville-Mézières. Alors, on le disait tout de suite, il y a quelques instants, avec le président Geoffroy Roux de Bézieux, l'un des bastions historiques de l'acier, qui travaille toujours, hein, on va le rappeler, hein, pour l'automobile, pour le ferroviaire, pour les engins de levage, le médical, la défense. Il reste une trentaine de forges, une vingtaine de fonderies. Malgré tout, 4 décennies de restructuration. Boris Ravignon, comment aider à maintenir un socle industriel? Qu'est-ce que vous avez fait? Racontez-nous. Alors justement, on est après effectivement 4 décennies de mauvaises nouvelles, de restructuration et d'efforts aussi des industriels locaux pour s'adapter à la mondialisation. Eh bien, on a décidé de prendre un peu le problème à bras le corps et d'avoir une démarche pour le coup un peu disruptive. Et c'est une proposition qui est venue des acteurs industriels locaux qui se sont rapprochés donc des pouvoirs publics en disant finalement on va par l'innovation et par la formation et essayer de se remettre au centre du jeu. La forge, la fonderie, ce sont des activités traditionnelles industrielles bien connues et ils ont voulu contre-attaquer sur le terrain de la fabrication additive. Et donc, depuis maintenant quelques années, s'est constituée une plateforme technologique assez exceptionnelle, unique en France, qui s'appelle Platinum 3D, et où les industriels, les pouvoirs publics ont investi pour constituer finalement un parc de machines et générer une expérience, une appréhension justement de ces technologies de fabrication additive qui permettent à ces industriels d'avoir finalement accès à la technologie la plus moderne pour répondre toujours aux besoins de leurs clients. On va expliquer juste d'un mot, Boris Ravignon, parce que c'est formidable ce que c'est la fabrication additive. On n'est plus obligé de fabriquer en série des milliers de pièces. Hein. L'idée, c'est par exemple, en cas d'usure, par exemple, d'une pièce de frein, d'un train, au lieu de refabriquer toute une série où finalement cette série, elle n'était plus fabriquée, on va pouvoir la fabriquer à la demande. Et c'est ça qui est génial, grâce notamment à Platinum 3D dans votre région à Charleville. Oui, et puis dans une période où on cherche à économiser la matière le plus possible, eh bien les techniques de forge, de fonderie sont des techniques soustractives. On part de beaucoup de matière, beaucoup d'énergie pour arriver finalement à de petites pièces. Alors que là, on n'utilise justement que la matière et que l'énergie strictement nécessaire pour constituer la pièce voulue. Donc il y a vraiment une démarche qui est, c'est dans cela qu'elle est disruptive, qui est complètement qui est à l'opposé et l'inverse du processus soustractif habituel, et c'est ce qui, je crois, intéresse effectivement beaucoup les industriels et qui leur permet d'ores et déjà d'améliorer, par exemple, la fabrication d'un certain nombre de pièces de fonderie, puisque on peut en fabrication additive aussi fabriquer les noyaux, des noyaux extrêmement complexes, et donc on a déjà d'énormes gains de productivité et puis surtout de démultiplier les possibilités d'utilisation des techniques traditionnelles. Donc ça a vraiment été je crois la belle réaction des industriels et des pouvoirs publics locaux,
complété par la création d'une école d'ingénieurs qui n'existait pas dans les Ardennes, parce que les technologies, il faut aussi les hommes, les femmes, les techniciens, les ingénieurs pour les faire vivre et au contraire les diffuser dans les entreprises. Et donc, on a développé un campus sur Charleville-Mézières qui n'existait pas, qui va au passage nous permettre d'avoir un petit peu plus d'étudiants et de stabiliser notre population. Et puis justement les former à ces technologies d'avenir qui sont, je crois, essentielles pour nos industriels locaux. Alors, on a bien compris dans ce que vous nous dites, Boris Ravignon, comment améliorer et moderniser l'existant. Alors, la deuxième étape aussi, ça sera peut-être de créer de nouveaux pôles. Je pense au tourisme, par exemple, dans cette région des Ardennes, frontière belge, je le rappelais. Tout à fait. Alors là aussi, si dans la transition qu'on a opérée, il nous faut trouver effectivement des moteurs supplémentaires, nouveaux pour relancer l'activité locale et stabiliser notre population. Nous, ces 4 décennies dont on parlait tout à l'heure, c'est des restructurations et une glissade démographique assez terrible. On a perdu quand même un peu plus de 10% de la population du département. Pour une ville comme Charleville-Mézières, c'est même un quart de la population qui est partie. Donc il y a aujourd'hui une nécessité de stabiliser, donc de trouver des moteurs alternatifs. Le tourisme en est un, avec des espoirs qui sont finalement assez, je crois, raisonnables. On a de l'autre côté, à 15 km de là, la frontière belge, on a l'Ardenne belge, qui est un territoire touristique pour le Royaume de Belgique et pour le Benelux depuis déjà un bon siècle. Et donc, ce qu'on se dit, c'est qu'avec à peu près le même patrimoine, avec le même environnement, en mettant en tourisme nos villes, nos villages, en mettant en valeur notre patrimoine, ce qu'on n'a pas toujours fait, faut être honnête, pendant les décennies écoulées, on a la capacité effectivement de créer et de développer des activités touristiques nouvelles. Et puis, on a une diversification aussi dans le secteur des services sur lequel on travaille, des services aux relations clients, relations usagers à distance, ou en quelques années, on a réussi à constituer un petit cluster de quelques centaines d'emplois. Et donc, tout cela mis bout à bout, ça nous laisse espérer effectivement de stabiliser le Boeing. Mais vous, comment est-ce que vous faites physiquement, concrètement, bouger les choses? L'élu local que vous êtes, le maire de Charleville-Mézières que vous êtes, Boris Ravignon, c'est quoi la méthode? C'est quoi votre méthode? Je crois que la méthode, c'est d'abord d'être extrêmement à l'écoute. Vous voyez, le Platinum 3D, c'est vraiment venu d'une discussion. On a rarement élu local toutes les bonnes idées et la connaissance de tout ce qu'il faudrait faire. Il y a, je crois, vraiment besoin de s'entourer et d'être extrêmement à l'écoute des acteurs économiques. Et c'est ce qu'on a fait ici dans les Ardennes, je crois, avec les délégués notamment de l'UIMM, des grandes fédérations du MEDEF, avec lequel on travaille de manière très étroite aujourd'hui, pas seulement sur la fabrication additive et sur la formation des ingénieurs, mais aussi avec tous les jeunes qui passent par le centre de formation des apprentis de l'industrie et qui sont ceux qui irriguent plus largement toutes les entreprises du territoire. Donc il y a être à l'écoute et savoir se mobiliser ensuite sur les virages stratégiques. Voilà, alors on va vous redonner la parole dans un instant, Boris Ravignon. Bien sûr, je vois qu'on continue évidemment à donner la parole aux uns aux autres. Et je vous disais, on voyage beaucoup. Cap au sud, à présent, on est à peu près à plus de 1000 km de là où vous vous trouvez. On est sur la Côte d'Azur. Bonjour Philippe Renaudy. Président du comité des métropoles du MEDEF. Bonjour. Comité des métropoles, on l'évoquait tout à l'heure avec Geoffroy Roux de Bézieux, qui vise à réfléchir aux enjeux métropolitains nouveaux. Vous êtes aussi le président de l'Union pour l'entreprise des Alpes-Maritimes. Alors, la Côte d'Azur, c'est un territoire qu'on pensait protégé avec la mer, le soleil, l'événementiel, et puis il a été clairement secoué par cette crise. Bien oui, bonjour à tous. Donc effectivement, clairement, donc on a un territoire qui est plutôt très attractif par la variété des paysages, évidemment, mer, montagne, la douceur de vivre. Donc on a une activité de tourisme qui est très développée et notamment auprès d'une clientèle à fort pouvoir d'achat. La Côte d'Azur figure également au top 10 mondial du tourisme d'affaires et de congrès. L'aéroport Nice-Côte d'Azur, c'est le premier aéroport de province avec 15 millions de passagers. Ça, c'était en 2019. Mais les forces de ce territoire sont également, évidemment, ses grandes faiblesses. Parce qu'on a constaté une fragilité
mise en avant par la crise, et notamment sur le tourisme haut de gamme, puisque aujourd'hui, quand vous bouclez les frontières, évidemment, les touristes étrangers, eh bien, ils viennent plus sur la Côte d'Azur. On se retrouve donc effectivement avec l'ensemble des palaces de la Côte d'Azur fermés, mais également tous les grands congrès internationaux comme le MIDEM, le MIPIM, le Festival du film de Cannes, qui n'ont pas eu lieu, qui sont ou ajournés ou supprimés, mais c'est également les grandes compétitions sportives. Ouais. Vous avez le triathlon, le championnat du monde de triathlon qui a lieu à Nice, c'est l'Ironman, mais vous avez également le tournoi de tennis de Monte-Carlo, puisqu'il ne faut pas oublier que pour aller à Monaco, on passe par l'aéroport Nice-Côte d'Azur, ou le Grand Prix de Monaco. Donc vous voyez, on a vraiment souffert cette année 2020, ça a été un très grand choc pour le tourisme sur la Côte d'Azur. On avait des ambitions pour les chiffres prévus pour l'aéroport, vous voyez, c'était en 2030. On était sur une ligne à 21 millions de passagers, donc vous voyez un petit peu. Donc là, évidemment, on revoit les chiffres à la baisse parce que nous avons quand même perdu entre 2020 et 2021 10 millions de passagers. Nous sommes passés à 5 millions de passagers. Donc vous voyez que ça a été un impact considérable sur l'emploi et l'économie. Alors, un impact considérable, vous nous dites, maintenant, c'est quoi les projets à mettre en avant pour que le territoire mute? Vous pensez à quoi, Philippe Renaudy? Alors, d'abord, ce territoire a déjà réfléchi à sa mutation, et c'est déjà très ancien, puisque ça date de 1969. Ah oui. C'est la création du parc de Sophia Antipolis, donc, qui est devenu, depuis, la première technopole d'Europe, dans beaucoup de secteurs d'activité. Vous avez les TPE, les PME, les startups qui côtoient les grands leaders mondiaux, que sont Amadeus, Cisco Systems ou encore Symantec, Intel, sont tous installés à Sophia Antipolis. J'en passe, il y a Toyota, Huawei, Samsung. Mais depuis peu de temps, on a également l'arrivée des grandes marques françaises du luxe qui se sont installées dans les parages de Grasse. Vous savez que Grasse est leader dans la parfumerie. Il représente à peu près 10% de la parfumerie mondiale en chiffre d'affaires. Donc les grands parfumeurs sont installés à Grasse. Donc on a attiré également ces grandes marques françaises. Nice et Ecovalley est la troisième opération d'intérêt national menée par le gouvernement donc, dans les Alpes-Maritimes. Et Nice Ecovalley est plutôt spécialisée dans les secteurs d'avenir, l'intelligence artificielle et la Smart City. Donc vous voyez, on a déjà commencé cette mutation, mais malheureusement, il faut se rendre à l'évidence, on est encore très loin, le chemin sera encore très loin pour pouvoir vraiment muter totalement, pour pouvoir se passer en partie du tourisme ou au moins être pluridisciplinaire. Alors, question que je vous pose finalement vice-versa par rapport à celle que je posais à Boris Ravignan il y a un instant. Comment vous travaillez, vous, alors avec les politiques justement, puisque vous représentez évidemment tous les chefs d'entreprise du département 06? Alors, aujourd'hui, si vous voulez, on a d'abord, je me réjouis de la position de Monsieur le maire, de Charles Villemézières, qui, à mon avis, a les bonnes pratiques. D'abord, sur le territoire, il faut travailler avec la Chambre de commerce. Donc, c'est quand même avec eux qu'on peut faire entendre nos projets, nos réflexions économiques auprès des décideurs. Donc, c'est ce qui fait notre crédibilité aujourd'hui dans ce département, c'est effectivement que l'ensemble des forces économiques, donc les chambres consulaires, c'est également les chambres de métiers et toutes les organisations patronales, parlons d'une seule et même voix. Donc, du coup, nous sommes plutôt entendus et écoutés. Et donc, nous travaillons de façon très satisfaisante, que ce soit avec M. Christian Estrosi, le président de la métropole, ou M. David Lisnard, le maire de Cannes, ou encore Jean Leonetti, qui est le maire d'Antibes, Sophia Antipolis. Donc, ils sont dans cette dynamique de développement durable. Donc, du coup, si vous voulez, ça rend quand même les rapports plus cordiaux, il faut le dire quand même. Donc, on travaille en concertation avec eux, avec toutes ces collectivités. Nous sommes intégrés dans pas mal d'organes de décision, que ce soit à la métropole ou dans les communautés d'agglomération. Par exemple, si vous voulez, on siège au conseil d'administration des régies de transport. Donc ça, c'est un point très important, puisque vous savez que les entreprises financent à peu près 45% des ressources de ces organes. Alors, on le voit, vous êtes
totalement associés aux décisions politiques. On vous retrouvera dans un instant, Philippe Renaudie. On va continuer notre tour de France, de la Méditerranée, on va aller au bord de l'océan Atlantique, mais très loin, très très loin, à 8000 km de là. Bonjour Hélène Poirier. Bonjour à tous. Alors, vous êtes dirigeant d'entreprise, membre du COMEX 40, et vous vous trouvez dans le département de la Guadeloupe. Il y a 6 heures de moins au moment où on se parle, il est 3h38 du matin. Félicitations et bravo d'être venu ici dans cette matinée spéciale de la REFTEMA. Vous dirigez une entreprise de consulting, de développement commercial, d'organisation d'événements. À quelles difficultés est-ce que vous êtes confronté sur votre territoire ? Je pense notamment à la ressource humaine. On en parlait tout à l'heure, les questions de formation avec Boris Ravillon. Qu'est-ce que vous nous dites, Hélène Poirier ? Alors aujourd'hui, en fait, ce qu'on constate sur la Guadeloupe, c'est qu'on a une baisse depuis de plusieurs années déjà de la population, et puis particulièrement une fuite des cerveaux. Ce qui fait qu'en fait, une fois passé le bac, les jeunes vont se former ailleurs, et on observe quand même une certaine difficulté à les faire revenir. Alors bien évidemment, depuis un certain temps, l'UDE-MEDEF Guadeloupe ainsi que de nombreux partenaires réfléchissent à comment rendre le territoire encore plus attractif pour pouvoir dynamiser finalement. Alors bien évidemment, c'est autour de, comme l'indiquait tout à l'heure Geoffroy Roux-Bressieux dans son introduction, c'est autour des prestations entre guillemets complémentaires, notamment la question du logement, notamment l'attractivité au-delà du poste, rendre les services annexes attractifs. Et puis, bien évidemment, il y a la question du salaire qui se pose, puisque avec un niveau de formation équivalent, le niveau de salaire n'est pas toujours aussi attractif que dans une grande métropole. Oui. Alors, vous nous dites, il y a une difficulté de recruter, il y a l'exode des jeunes, il y a peut-être un vieillissement de la population, difficulté donc à attirer. Comment est-ce que vous travaillez pour corriger le tir et avec qui vous travaillez ? Alors, depuis à peu près 2 ans, au sein du MEDEF, il y a une relation qui est en renforcée entre l'UDE-MEDEF et les collectivités, de façon à pouvoir créer un parcours un petit peu plus dynamique, mais aussi le rapport qu'entretiennent les entreprises avec les écoles est là aussi renforcé. L'objectif étant de pouvoir donner davantage d'informations sur le type d'emploi une fois le retour au pays opéré. Et puis, bien évidemment, il y a ce travail qui est mis en place avec le ministère des Outre-mer, de façon à pouvoir identifier des jeunes qui, eux, sont en formation en France, puisque on observe beaucoup de jeunes qui partent en France hexagonale, parfois faute de formation disponible au niveau local, de façon à pouvoir, là aussi, chercher au travers de chasseurs de tête ou de dispositifs spécifiques les bons profils. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas aussi la nécessité de créer peut-être des zones dynamiques ? Je me suis penché sur l'économie du département de la Guadeloupe, parce que je savais qu'on allait se parler ce matin, Hélène Poirier. J'ai vu qu'il existe la zone de Jarry qui se trouve sur le territoire de Baie-Mahault. On n'est pas très très loin de l'aéroport, on n'est pas très loin non plus du pont entre la Grande Terre et la Petite Terre. Et je me suis rendu compte que c'était la 2e zone économique de France. C'est quoi Jarry ? Jarry, en fait, c'est créé, alors effectivement, autour d'un constat, la nécessité de développer l'industrie d'abord, donc il y a à peu près une quarantaine d'années, développer l'industrie et autour de l'industrie, donc le port et bien évidemment un certain nombre de commerces. Donc effectivement, Jarry, c'est plus de 2000 entreprises qui sont concentrées sur un petit bout de terre, avec bien évidemment les services, l'industrie, le commerce. Et il est vrai que cette zone particulièrement est la zone par excellence la plus dynamique,
puisque là, il y a aussi une réflexion, enfin, c'est d'ailleurs à cet endroit que siège l'UDEMEDEF et l'association du Grand Jarry, qui sont des partenaires de toujours, avec justement cette réflexion permanente autour du maillage, autour de l'attractivité de la zone, qui est mise aussi avec des travaux qui sont en concertation avec les élus, et bien évidemment qui est le siège de nombreuses startups. L'objectif, effectivement, de Jarry étant de pouvoir accueillir les jeunes entreprises, mais aussi d'autres secteurs, de façon à rendre ce site très dynamique. Voilà, il y a peut-être des leçons à prendre de ce Jarry. On se retrouve dans un instant. On va partir à Narbonne, dans le département de l'Aude, avec vous, Alain Péréa. Bonjour. Député de l'Aude, membre de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. On vient de prendre quelques exemples. On a vu les Ardennes, on a vu la Côte d'Azur, on a vu le département de la Guadeloupe. Tiens, une question toute simple. C'est quoi un territoire en bonne santé ? C'est un territoire en bonne santé. C'est un vaste sujet parce qu'en fait, il y a beaucoup de travaux qui ont été menés. Avant d'être député, j'étais vice-président de la communauté d'agglomération du Grand Narbonne en charge de l'aménagement du territoire et on a beaucoup travaillé sur cette question-là parce qu'en fait, pendant longtemps, on a regardé les critères uniquement richesse-emploi. Et si les critères richesse-emploi étaient bons, en gros, on pouvait considérer que le territoire était en bonne santé. Depuis peu, les choses ont évolué. Il y a notamment tous les critères environnementaux. Pour certains territoires, ce n'est pas forcément le cas dans l'Aude, mais c'est peut-être plus le cas dans certaines métropoles. Il y a tout ce qui est lié à la sécurité, à tous les enjeux de sécurité, de bien vivre. Et on pourrait bien sûr rajouter maintenant tous les critères santé et bien-être. Est-ce qu'on vit bien dans un territoire ? Et donc, on voit bien que c'est une combinaison de tous ces paramètres qui font que le territoire est en bonne santé. Avec peut-être une problématique commune, Alain Péréa, c'est l'idée qu'il y ait une dynamique à l'intérieur d'un territoire. On prenait l'exemple il y a un instant avec Hélène Poirier de ce territoire de Jarry qui draine plus de 2000 entreprises. Oui, un territoire en bonne santé, c'est un territoire dynamique. Donnez-nous quelques exemples dans votre grande région du Sud. Eh bien, j'ai envie de comparer deux territoires et si on regarde ce qui s'est fait dans la Narbonnaise depuis de nombreuses années, les schémas traditionnels de développement, c'est il faut à la fois être très bien desservi par les transports. C'est le cas, la Narbonnaise est un nœud ferroviaire, est un nœud autoroutier. Le territoire de la Narbonnaise dispose de pas mal d'atouts. Or, quand on regarde tous les critères pauvreté, quand on regarde les critères chômage, quand on regarde les critères revenus médians, eh bien, les éléments aucun des critères ne sont bons. À l'inverse, si on regarde une dynamique comme à Montpellier, alors bien sûr, la taille des communes est différente, mais on voit bien qu'il y a quelques années, le maire de Montpellier avait insufflé une dynamique particulière qui fait que cette ville de Montpellier qui n'est pas plus desservie en termes d'aménagement, de voirie et autres, et à l'époque de TGV, on parle beaucoup de cette question du TGV, on se rend bien compte qu'une ville comme Montpellier s'est beaucoup développée, alors que celle qui était plutôt en avance, c'est-à-dire Nîmes, qui est au débouché du couloir rhodanien, hein, après on part sur l'Espagne ou on part sur justement la Côte d'Azur dont on parlait tout à l'heure, eh bien la ville de Nîmes, pour des choix différents, eh bien a perdu en dynamique et a perdu en je dirais, force économique. Mais ça se construit comment, un territoire en bonne santé? Il y a une recette magique ou pas, Alain Péréa? Alors, je vais vous dire un truc, c'est que s'il y avait une recette magique, je ne serais pas député, je serais ministre ou je serais je ne sais où, parce que en fait, je ferais des conférences qui seraient... voilà, donc, non, moi je crois qu'il n'y a pas de recette magique, mais par contre, je ne connaissais pas forcément les trois intervenants précédents, mais en fait... on se rejoint dans ce que j'avais envie un petit peu de vous dire ce matin. Un territoire en bonne santé, c'est un territoire qui n'attend pas que les autres viennent pour se développer et qui va s'appuyer sur ses propres forces. Pendant trop longtemps, sur des territoires comme le mien, on attend que l'État vienne nous mettre le TGV,
Et deux, on rêve qu'une grande entreprise vienne installer 400, 500 emplois. Voilà. Et donc, on est tous dans ce rêve-là. Alors, on fait de grandes zones d'activité et on dit, là, on va avoir une grande entreprise. Et finalement, on l'attend encore, elle ne vient pas. Donc, moi, je crois qu'un territoire en bonne santé, c'est un territoire qui d'abord se pose la question de son propre développement. Le deuxième axe, ça a été aussi dit, c'est qu'elle s'appuie sur ses forces propres, ce qu'on appelle en management le knowledge management. C'est-à-dire, plutôt que d'essayer d'aller chercher des compétences que l'on n'a pas, eh bien, de s'appuyer sur ses propres compétences. Deux exemples, hein, sur le Narbonnais, par exemple. Pendant longtemps, on a eu le tourisme de masse, vous savez, la mission Racine, qui a développé le tourisme en Méditerranée. Et derrière, dans ce qu'on appelait l'arrière-pays, une viticulture qui était plutôt en difficulté avec du vin en grande quantité. Eh bien, depuis quelques années, un tournant a été donné sur la qualité et le lien entre le tourisme et la viticulture, et donc avec tout ce qui est œnotourisme. Donc, moins de quantité, mais des domaines qui sont adaptés, et donc créer du lien, créer de la richesse là-dessus, avec 2 ou 3 locomotives qui tirent le territoire vers le haut, jusqu'à l'international. Par exemple. Exactement, Gérard Bertrand, par exemple. Et donc, des locomotives qui envoient des images, y compris à l'international, et puis localement, s'appuyer sur ces forces-là. Et donc, ne pas penser que c'est faire de grandes zones d'activité. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas en faire. Non, exemple tout à l'heure de Pierre Antipolis est tout à fait une réussite. Depuis 1969, en effet. Alors Gérard Bertrand, dont le vin est bu par le président chinois Xi Jinping lui-même, puisqu'il avait accompagné le président de la République Emmanuel Macron. Alors, des territoires en bonne santé, c'est ce que cherchent sûrement aussi les entreprises internationales qui veulent s'implanter en France. Bonjour Marie-Cécile Tardieu. Bonjour. Directrice générale déléguée de Business France. Un mot tout d'abord, expliquez-nous l'apport des investisseurs étrangers dans les territoires, aux territoires. Bonjour à tous. Effectivement, les investisseurs étrangers qui, quand ils investissent en France, deviennent des entreprises françaises et des filiales de ces entreprises étrangères apportent beaucoup aux territoires et à tous les territoires. Si on donne quelques données très générales, les entreprises étrangères, c'est 2,2 millions de personnes employées, c'est 7 milliards de dépenses de recherche et développement et c'est 30% des exportations françaises. Donc on voit qu'à titre macroéconomique, c'est un apport considérable à l'économie française. Mais c'est un apport qui irrigue l'intégralité du territoire français et on voit bien que selon la nature des investissements étrangers, on a une localisation dans différents types de territoires. Et par exemple, 41% des investissements de production se font dans des agglomérations de moins de 200 000 habitants. Par contre, si on est plutôt sur des investissements de recherche et développement, là, bien sûr, c'est sur des plus grandes agglomérations. Donc, on voit bien qu'il y a un apport global, oui. Oui, on y reviendra d'ailleurs dans un instant, puisque Frédéric Duval, le président d'Amazon, le directeur général d'Amazon en France, sera l'un des grands témoins de cette REF. Quels sont, à vos yeux, les atouts des territoires, Marie-Cécile Tardieu? Par quoi les investisseurs étrangers ils sont intéressés ou au contraire pas intéressés, quelle est la mauvaise raison qui va faire qu'ils n'iront pas sur un territoire? Alors, je crois que c'était très intéressant ce qui a été dit précédemment sur la question de la dynamique et de comment identifier des territoires en bonne santé. Parce que les investisseurs étrangers, ce qu'ils regardent, je crois comme beaucoup d'entreprises, y compris bien sûr les entreprises françaises, c'est le marché. Ce qui est très important pour une entreprise, c'est de savoir s'il va trouver des clients. Ça, c'est le premier point. Et Monsieur Perret a aussi souligné la question de la connectivité. Un investisseur étranger vient pour à la fois la taille du marché, c'est ce qui fait la force de la France, qui nous place aujourd'hui numéro 1 dans l'accueil des investissements étrangers en Europe. C'est parce que nous avons cette taille de marché et nous avons cette possibilité de leur offrir aussi de très bonnes conditions de connectivité, de très bonnes conditions en termes de logistique. Mais ce qui compte aussi, et ça a été très bien dit par Monsieur Ravignon et également par Monsieur Renaudie, c'est les compétences. Aujourd'hui, on a un enjeu fondamental dans la formation et la question des talents, la course aux talents dans laquelle nous sommes tous engagés et tous les pays sont aujourd'hui dans cette concurrence. Elle est fondamentale. Donc, former dans les métiers de demain et réussir à pouvoir offrir les talents aujourd'hui, c'est vraiment fondamental pour les investisseurs étrangers.
Oui, et puis on n'oublie pas évidemment la question de l'école, du sport également. Vous nous dites quoi? Tous les territoires ont leur chance quand même ou pas, Marie-Cécile Tardieu? Bien sûr, tous les Oui. territoires ont leur chance. Je retiens aussi ce qu'a dit M. Perrier. Il faut aussi, bien sûr, s'appuyer sur ses propres forces. Ça, c'est vraiment un message très intéressant parce que le rôle de Business France dans l'accompagnement des territoires, c'est d'essayer de faire le relais entre les territoires, leurs forces, leurs atouts et les attentes des investisseurs étrangers. Nous avons 5000 entretiens par an à l'international avec des investisseurs étrangers et notre but, c'est d'écouter leurs attentes, d'identifier leur cahier des charges et de les mettre vis-à-vis d'offres de régions qui pourront ainsi répondre à leurs attentes. Et on voit que les attentes, elles sont très diversifiées. Donc c'est vraiment pour tous les territoires, y compris les territoires ultramarins, que nous n'oublions pas. C'est pour nous, Business France, très important de pouvoir accompagner dans l'identification de l'attractivité des différents atouts des territoires, de bien identifier tous les territoires qui constituent notre nation. Et je voudrais simplement dire que l'internationalisation des territoires, elle passe bien sûr par l'accueil des investisseurs étrangers, mais aussi par la projection vers l'international des PME et des ETI françaises, ce que nous faisons aussi avec les collègues de l'export à Business France, parce que c'est un même tout finalement, l'internationalisation d'un territoire. Les entreprises étrangères viennent pour un marché, elles viennent aussi pour trouver des sous-traitants, et c'est très aujourd'hui puissant de voir les plans de relance, l'accompagnement que font les régions, que font les métropoles, de leur tissu économique, parce que ce tissu économique-là, s'il apprend à s'internationaliser, s'il est accompagné, il peut aussi constituer une force d'attraction pour de nouveaux investisseurs. Alors, petit tour de table très rapide et puis on se dira au revoir. Évidemment, un mot chacun. Dans le contexte où il y a de plus en plus de digital et c'est une nécessité, dans un contexte également où il y a de plus en plus de transition écologique, bien entendu, et c'est une nécessité, on le voit d'ailleurs dans le plan de relance, le tiers des 100 milliards du Premier ministre, c'est dans la transition énergétique, la transition écologique. Comment est-ce qu'on attire dans les territoires, notamment ces jeunes qui sont par nature, très attirés par tout ce qui est numérique, par tout ce qui est environnement. Allez, petit tour de France, je ne sais pas qui veut commencer. Allez, Boris Ravignon, puisqu'on avait commencé par vous, allez-y s'il vous plaît. Un mot depuis Charleville. Le micro toujours, Boris Ravignon. Alors c'est pas grave, Philippe Renaudi, pardonnez-moi, prenez la parole depuis la Côte d'Azur le temps que Boris Ravignon remette le mute. Philippe. Oui. Écoutez, nous, Nice, alors la métropole Nice-Côte d'Azur, si vous voulez, s'est lancée depuis déjà pas mal d'années sur la Smart City et l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, effectivement, on a été la première métropole en France à être connectée à la 5G, également avec SFR. Donc vous voyez, je dirais qu'en termes de numérisation, la Côte d'Azur et la métropole Nice-Côte d'Azur sont plutôt déjà pas mal en avance. Ouais. Hélène Poirier, depuis la Guadeloupe, justement, comment est-ce qu'on attire une main-d'œuvre jeune? Qu'est-ce qu'on met derrière la marque employeur, justement, pour attirer en Guadeloupe, pour dire venez, c'est plus green qu'ailleurs, c'est plus digital qu'ailleurs? Écoutez, en tout cas, c'est sûr, c'est plus ensoleillé qu'ailleurs. Mais la boutade, en dehors de la boutade, alors, ce qui est vrai, c'est que la Guadeloupe, depuis un certain temps, a pris le pari de développer des pépinières avec des entreprises digitales. Et puis, ça fait déjà un certain temps qu'on a fait du développement durable un enjeu parce qu'on est un territoire où la biodiversité est particulièrement riche. Donc aujourd'hui, ce qu'on observe, en tout cas, le confinement aussi a renforcé cet élément-là. C'est premièrement une orientation très clairement des entrepreneurs autour d'une démarche résolument durable, renforcée aussi par les politiques publiques. Des entreprises qui ont aussi davantage dynamisé leurs outils digitaux. Et donc là, on a observé une explosion de tout ce qui est services digitaux à destination du grand public et des entreprises. Et bien évidemment, et donc je pense que ça participe aussi d'une démarche qui est en cours de revenir sur le territoire et participer à ce développement de façon générale. Un mot, Boris Ravignon, vous êtes avec nous depuis Charleville.
Oui, tout à fait. Non, simplement, comment on fait pour être attractif? Je crois en essayant de mobiliser ce qui peut justement attirer les jeunes. Alors, créer un campus, développer des formations, c'est le moyen de garder déjà aussi sur le territoire un certain nombre de jeunes qui sinon seraient partis, et puis d'en attirer d'autres, parce qu'on a des formations qui rayonnent et qui vont bien au-delà des seuls besoins et des activités économiques locales. Et puis, après, travailler sur toute la qualité de vie. Je crois qu'aujourd'hui, quand on choisit un lieu pour travailler, on choisit un lieu pour vivre, et finalement, c'est même un peu souvent les mêmes critères qu'un lieu pour partir en vacances. On a envie, et donc ces éléments-là, il faut les faire converger. On a la chance, nous, à Charleville-Mézières, outre la ville natale d'Arthur Rimbaud, avec un très beau patrimoine culturel dans ce domaine, d'être une ville aux 2 grands festivals, Festival mondial des théâtres de marionnettes, qui va se dérouler au mois de septembre de cette année, et puis le Festival Cabaret Vert, qui lui se déroule tous les ans, qui est le 6e festival de musique actuelle français, et qui donc aussi permet d'animer et est un petit peu l'élément d'attraction d'une vie culturelle qui, pour une ville moyenne comme la nôtre, est très riche, très intense, et je crois que ça contribue à l'attractivité de notre territoire. Sans oublier la place ducale de Charleville. Tiens, quand on parle de qualité de vie, quand on parle d'attirer également Marie-Cécile Tardieu de Business France, on pense aux chefs d'entreprise. On ne va surtout pas oublier aussi leur famille, leurs femmes, leurs maris, leurs enfants aussi, bien sûr. Ça, c'est important. Tout à fait, c'est un critère important. C'est pour ça que nous avons ce qu'on appelle Welcome Office qui s'assure de pouvoir accompagner les investisseurs dans leur démarche d'entrée et de tout ce qui sont les procédures administratives pour leur famille et leur titre de séjour quand ils en ont besoin. Donc cette prise en compte de l'environnement familial, elle est déterminante. Moi, je voudrais saluer Monsieur Renaudy qui a évoqué beaucoup d'événements sportifs comme force de développement économique. Et du côté de Business France, on est vraiment persuadé qu'il faut que ces atouts soient beaucoup plus valorisés. C'est pour cela que nous allons essayer de travailler autour de la Coupe du Monde de rugby en 2023, parce que nous pensons que des investisseurs étrangers pourraient trouver un intérêt à venir découvrir les différents territoires à cette occasion et faire des rencontres et aller découvrir aussi des projets d'investissement. Nous travaillerons avec Terre de Jeux des Jeux Olympiques Paris 2024 qui doivent être une occasion pour faire rayonner la France sur toutes ses dimensions et sous toutes ses géographies. Nous sommes aussi persuadés qu'il y a beaucoup d'événements comme ça que les territoires peut-être pourraient mettre à profit pour faire venir des investisseurs et se faire connaître. Allez, le mot de la fin en quelques secondes depuis une terre de rugby, quel sud de la France, Narbonne. Alain Péréa, allez-y, s'il vous plaît. Écoutez, dans un raccourci très rubistique, mais qui mériterait beaucoup plus de temps qu'un mot, moi je crois qu'attirer des jeunes, ça relève plus du fantasme que de la réalité. Et en fait, ce que je voudrais vous dire par rapport à ça, c'est et reprendre toutes les interventions de ce matin, mettons en place des politiques publiques sur les territoires et ces politiques publiques auront des effets. Mais penser qu'on va attirer que des jeunes, ça ne marche pas. Il n'y a pas de territoire qui l'ont réussi. Attirer que des personnes retraitées à fort pouvoir d'achat, ça ne marche pas. Il n'y a personne qui l'a réussi. C'est en fait des politiques publiques plus complexes que ça, multiples, qui au final ont des conséquences concrètes sur les territoires. Et les seules personnes qui ont réussi à faire déplacer des populations, c'est par la force des armes, c'est pas par voilà. Donc, mettons en place des politiques publiques sur les territoires et elles auront des belles conséquences. Et n'oublions pas que parmi les jeunes, il y a des jeunes à haut potentiel, mais aussi il y a des jeunes qui n'ont pas forcément de haut potentiel, mais qui méritent tout autant que les autres d'avoir des territoires qui les accueillent. Et donc, avant que nos jeunes, excusez-moi, je suis un peu long, mais c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement. Je vois ça, mais on va être obligé de se quitter parce qu'il y a retrouver Frédéric Duval. Aujourd'hui, nos jeunes partent en Australie. Nos jeunes partent en Australie, partent au Canada. Et donc, avant de vouloir, et même aux États-Unis, avant de vouloir déplacer les jeunes dans notre pays, essayons déjà de garder nos potentiels sur nos territoires et dans notre... C'est dit. Alain Péréa, député de l'Aude, merci à vous. Philippe Renaudy, président du comité des métropoles du MEDEF. Marie-Cécile Tardieu, directrice générale déléguée de Business France. Boris Ravignon, depuis Charleville-Mézières, c'est le maire. Et puis, bonne nuit, à présent, elle va pouvoir aller se coucher. Hélène Poirier, membre du COMEX 40, qui représentait les territoires et départements d'outre-mer depuis la Guadeloupe. Voilà, l'attractivité des territoires pour les grandes entreprises étrangères. On en parlait notamment avec Marie-Cécile Tardieu. Rendez-vous dans un instant dans cette Rêve Théma avec le directeur général de Amazon en France.
que j'ai enregistré hier. Il ne pouvait être présent ce matin. On va le retrouver tout de suite.